Maloureine et les trois petits cochons. Texte de Laurent Chabin, illustration de Jean Morin. Chapitre 1. La grosse maison sur la petite colline. Depuis quelques jours, les nains font la tête. Une tête de cochon, pourrait-on dire. Maloureine ne s'en préoccupe pas trop. Elle a l'habitude. Les nains sont grognons. Ils ont toujours été grognons et le seront sans doute jusqu'à la fin des temps. Elle sirote donc son thé à légère lampée tout en regardant le soleil se coucher. Soudain, elle fronce les sourcils. Là-bas, à l'horizon, juste au sommet de la petite colline boisée derrière laquelle le soleil a l'habitude de disparaître avant de laisser la place à la nuit, une forme noire et hideuse vient d'intercepter les derniers rayons. C'est comme si une créature gigantesque et décharnée, un genre d'insecte de cauchemar ou d'araignée monstrueuse, avait essayé d'attraper les raies de lumière pour les dévorer. Maloureine place sa main en visière et essaie d'identifier le monstre. Hélas, il est trop tard. L'obscurité s'étend sur la campagne environnante et noie le paysage dans une noirceur de fond de casserole brûlée. Maloureine dort mal cette nuit-là. Elle ne croit pas au monstre, bien sûr, pas au monstre mangeur de rayons de soleil en tout cas, mais elle n'a pas rêvé. Il y a quelque chose là-bas sur la colline qui a remplacé les arbres qu'elle y a toujours vus. Quelque chose de laid, quelque chose qui ne lui dit rien qui vaille. Le lendemain, aussitôt réveillée, elle se précipite sur sa terrasse et dirige son regard vers l'ouest. Il n'y a pas de doute, le sommet de la jolie colline a été déboisé. Il est triste comme un genou écorché. À la place des vieux arbres se dresse une bien curieuse construction. On dirait un assemblage de fourches, de pics, d'horreurs squelettiques qui se croisent et s'entrecroisent pour former une sorte d'énorme coquille vide. Dans la coquille semblent s'agiter des fourmis laborieuses. Sauf que des fourmis, d'ici, elles ne pourraient pas les voir. De quoi s'agit-il donc? Maloureine entame son petit déjeuner lorsque Grelu, le jeune nain qui est toujours resté chez elle après l'affaire des nains de jardin, apparaît sur la terrasse. Il a l'air ulcéré. « C'est scandaleux! » s'écrie-t-il. « De quoi parles-tu? » répond la fée d'une voix douce. Maloureine n'aime pas voir Grelu en colère. Elle trouve que ça ne lui va pas. « Ce sont les cochons! » s'exclame Grelu indigné. « Quel cochon! » La réponse ne lui paraissait pas très claire. Maloureine lui demande des explications. « Nous autres, commence Grelu avec sérieux, nous sommes des constructeurs réfléchis. Nous ne construisons pas n'importe quoi, n'importe où. Et puis, nous sommes tous compagnons. Mais depuis que ces cochons sont en ville, c'est un désastre. Leur chef fait édifier des baraques hideuses comme des clapiers qu'il vend ensuite à prix d'or. Quant à lui, alors que ses camarades vivent dans d'infâmes cabanes de bois ou même de paille, il est en train de se faire construire un château en béton au sommet de la colline qu'il a fait déboiser. C'est une honte! Maloureine regarde de nouveau vers l'ouest. Grelu a raison. Ce n'est pas un monstre qui dénature la colline qu'elle avait toujours trouvée si jolie, mais les échafaudages du chantier de construction du gros cochon. Et, s'affairant dans la vilaine structure métallique, des petits cochons, plutôt maigres que petits d'ailleurs, montent avec effort des sacs de ciment, des briques et des poutres vers le sommet de l'édifice. Depuis la maison de Maloureine, à cause de la distance, on n'entend pas le claquement du fouet, mais elle l'imagine sans peine. Chapitre 2. La cabane en paille. Maloureine a décidé d'aller se rendre compte par elle-même. Elle n'a rien contre les cochons, mais elle n'aime pas beaucoup que les gens se conduisent comme des porcs. Grelu l'accompagne. Lorsqu'ils arrivent à la ville toute proche, un bruit effrayant se fait entendre dans leur dos. Grelu se jette brusquement sur la fée et la précipite sur le sol en hurlant « Attention! » « Tu es devenu fou? »
lui demande Malourène en se relevant péniblement et en époussetant sa robe. « Qu'est-ce qui te prend? »« Tu n'as donc pas vu? » répond le jeune nain. « Cette voiture, cette énorme voiture, elle a failli t'écraser. » Au bout de la rue, Malourène voit alors une gigantesque limousine s'éloigner sans s'occuper des passants qui doivent sauter sur le trottoir pour ne pas se faire écharper. « Quel rustre! » s'écrie Malourène. « Je me demande qui conduit cette voiture. »« Moi, je le sais, » marmonne Grelu. « Je l'ai vu. C'était le gros cochon. » De mauvaise humeur, il se dirige maintenant vers la colline rasée qui s'élève à l'orée de la ville. Le mignon petit chemin de terre qui y menait en serpentant a été débroussaillé, élargi et asphalté pour que les camions et la limousine puissent y circuler. On n'entend plus les oiseaux chanter. Un hérisson écrasé forme une tache rouge au milieu de la chaussée. Une route pareille pour monter sur une si petite colline, ça n'a pas de sens! Maugrait Malourène écœurée. À mi-côte, Grelu remarque un sentier nouvellement ouvert qui part de la route. « Un nouveau chemin pour les promeneurs, dit-il. Prenons-le, le goudron me soulève le cœur. » Malourène acquiesce et tous les deux s'engagent dans le sentier. Après avoir marché quelques minutes, Malourène et Grelu tombent sur une sorte de village improvisé. Plus qu'un village, on dirait plutôt un campement rudimentaire. Quelques cabanes misérables rassemblées autour d'une fontaine. Enfin, une fontaine. Un robinet déjà rouillé, en fait, dispensant une eau boueuse qui rebuterait même un cochon. Pourtant, à sa grande surprise, Malourène voit quelqu'un sortir d'une cabane en paille et se diriger vers le robinet délabré avec un vieux seau de plastique rouge. C'est un tout jeune cochon à peine vêtu de haillons. Le pauvre enfant fait peine à voir, maigre, sale, morne. Il emplit son seau d'une eau sale sans même regarder autour de lui, puis il repart tristement vers la cabane en traînant les pieds. « Je ne pensais pas que ce genre de spectacle puisse exister ici, » murmure Grelu, la gorge serrée. « Ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça change? » réplique Malourène. « La misère est la même partout, mais que font donc ces gens dans un endroit pareil? »« Ce sont les employés du cochon, » répond Grelu, « ceux qui construisent les maisons. »« Ce sont des cochons eux aussi, » fait remarquer la fée. « Oui, mais il y a des cochons moins égaux que les autres, » rétorque le nain qui a beaucoup lu. Malourène n'a pas le temps de méditer cette profonde pensée. Des cris s'élèvent de la cabane en paille. On entend le bruit d'une gifle, puis quelqu'un sort de la paillote. C'est un cochon adulte, mais maigre, mais triste, une petite besace pendant à son côté, il s'en va travailler. « C'est une honte! » s'exclame Grelu, tandis que le petit cochon passe près de lui comme un fantôme. « Comment peux-tu accepter de vivre dans un taudis pareil? » « Un taudis? » fait le petit cochon, très étonné. « Ce n'est pas un taudis, c'est ma maison, c'est mon frère qui me l'a offerte. »« Ton frère? »« Oui, mon frère, le gros cochon. Maintenant, laisse-moi, je dois aller travailler. » Grelu hausse les épaules. Jamais un nain n'accepterait de travailler dans ces conditions. « Les cochons sont vraiment bizarres, » murmure-t-il. Malourène ne répond pas. Chapitre 3. La cabane en bois. Un autre cochon vient de sortir d'une autre cabane, une cabane en bois. Il a l'air très pressé, lui aussi, tellement pressé qu'il bouscule Malourène en passant près d'elle. « As-tu un problème? » lui demande celle-ci avec douceur, tant le petit cochon paraît désolé. « Oh oui! » fait le petit cochon à la cabane en bois. « Un gros problème! Je suis en retard, il faut que j'aille travailler! »« Tes outils ne vont pas se sauver, » dit la fée en souriant. « Ils t'attendront. » Le petit cochon s'immobilise, ahuri, comme si Malourène venait de pondre un œuf d'autruche juste là sous ses yeux. « Mes outils? » fait-il enfin. « Mais je n'ai pas d'outils. Les outils ne sont pas à moi. »« À qui sont-ils? » demande Grelu, stupéfait qu'un travailleur ne possède pas ses propres instruments. «
À mon frère, répond le petit cochon. C'est pour lui que je travaille, mais il faut vraiment que j'y aille. Je suis déjà en retard. Je suppose qu'il te paie très bien pour que tu sois aussi pressé, remarque Grelu. Le petit cochon ouvre de grands yeux. Mais, il ne me paie pas, bredouille-t-il. Au contraire, c'est moi qui lui dois de l'argent. Allons, je dois y aller. Je n'ai vraiment pas le temps de rire. Je ne comprends pas, intervient Maloureine. Tu travailles pour ton frère, mais c'est toi qui lui dois de l'argent? Bien sûr, répond le petit cochon. Il m'a donné une belle maison. Je dois travailler pour la payer. Il me nourrit aussi, et je dois travailler pour le rembourser. Il me permet de vivre, en somme, et je dois travailler fort pour le remercier. Ça, une maison? Pense Grelu en jetant un œil vers la cabane en vilaine planche. Ça, de la nourriture? Pense-t-il encore, en voyant le vieux robinet qui laisse dégoûter une eau sale et en pensant à la soupe que le petit cochon va faire avec? Décidément, je ne comprends pas les cochons. Bien sûr, continue le petit cochon, si j'avais une voiture, je pourrais me rendre plus vite à mon travail, mais il faudrait que je travaille davantage pour me la payer et que je parte encore plus tôt pour éviter les embouteillages. Grelu secoue la tête abasourdi. Les cochons ne sont pas bizarres, tout compte fait. Ils sont fous. Mais dis-moi, reprend Maloureine, où habite-t-il, ton frère? À l'hôtel. Sa maison n'est pas terminée. C'est elle que nous construisons en haut de la colline. Elle sera magnifique, n'est-ce pas? Magnifique, répète le petit cochon avec fierté. Nous construisons de belles maisons, nous autres. En effet, dit Maloureine, pourquoi n'en construis-tu pas une aussi belle pour toi au lieu de vivre dans une cabane en bois ou une cabane en paille comme ton autre frère? Mais, bredouille encore une fois le petit cochon. C'est impossible! Je n'aurais pas les moyens de me la payer. Je ne suis qu'un petit cochon. Et ton frère, le gros cochon, comment fait-il, lui? Oh, il n'a pas besoin de se la payer. Elle est déjà à lui. Je ne comprends pas, fait Maloureine. Le petit cochon a l'air très perplexe tout à coup. À vrai dire, je ne comprends pas non plus, avoue-t-il en se grattant le crâne, ce qui n'est guère facile quand on a des sabots. En fait, tout est à lui, c'est comme ça. Puis, se souvenant qu'il est en retard, il disparaît sur le sentier comme s'il avait un grand méchant loup aux trousses. Maloureine secoue la tête avec tristesse. Tu as raison, Grelu, conclut-elle. Les cochons sont vraiment bizarres. Maloureine et Grelu décident de ne pas monter jusqu'au sommet de la colline. Ils n'ont plus envie de voir la grande maison de béton du gros cochon. Ils rentrent donc en ville, un peu attristés par ce qu'ils ont vu et entendu. « On n'y peut rien », déclare Grelu, fataliste. « On y peut peut-être quelque chose », répond Maloureine. « Malheureusement, je ne sais pas quoi. » Chapitre 4. L'arrivée du grand méchant loup. Quelques semaines plus tard, la maison du gros cochon sur la colline est terminée. Elle a de hauts murs et est flanquée d'une tour au sommet de laquelle il a fait installer une piscine. Il y a eu une grande fête et le gros cochon a bu du champagne avec ses amis. Il a aussi offert de l'eau avec des bulles aux petits cochons qui avaient travaillé à sa place. Les petits cochons lui ont dit merci. Maloureine est rentrée chez elle un peu démoralisée. Grelu, malgré son bon caractère, a craché par terre. À quelque temps de là, une nouvelle catastrophe s'abat sur la région. On a signalé un loup dans les environs. Un loup furieux, un loup destructeur, un loup sans foi ni loi, un grand méchant loup, en un mot. En 3 mots, plutôt. Les petits cochons tremblent dans leurs guenilles, car c'est bien connu, les loups mangent les petits cochons. Les petits cochons se sont donc barricadés dans leur cabane en paille ou en bois. Et le gros cochon, du haut de sa tour, les a exhortés à défendre la cochonnitude. La terreur règne. Maloureine est intriguée. Elle connaît bien les loups. Ce sont souvent de braves types pas bien méchants, dont le seul défaut est de tuer les cochons qu'ils mangent au lieu de les faire tuer par d'autres dans des abattoirs. Elle décide donc d'aller faire un tour dans la campagne avoisinante pour voir de quoi ils retournent.
Pour commencer, elle se rend dans le village au pied de la colline, là où vivent toujours les petits cochons autour de leur robinet rouillé. Lorsqu'elle y arrive, la panique est à son comble. Le loup est déjà là, hurlant, agitant ses grands bras. C'est un loup maigre, il a l'air affamé. Il a grimpé sur un vieux tonneau et il crie en direction des cahutes où se sont enfermés les petits cochons. « Sortez de là, vous autres! N'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger! » Les petits cochons, bien sûr, se gardent bien d'ouvrir leurs portes. « Est-ce que vous n'en avez pas assez de vivre comme des cloportes? » reprend le loup. « Regardez-moi ces cabanes misérables où vous végétez pendant que le gros cochon vous nargue dans le château que vous avez construit à la sueur de votre groin. Réveillez-vous! Allez le déloger! Prenez sa place, elle vous revient! » Ce loup est habile, pense Maloureine, qui n'a pas peur, car elle sait que les loups ne mangent pas les fées. Il va utiliser les petits cochons pour déloger le gros et faire un festin sans se fatiguer. Mais déjà, le loup a sauté de son tonneau et il s'avance, menaçant, vers la cabane en paille. « Vous ne voulez pas bouger? » fait-il. « Tant pis, vous l'aurez voulu. » Et, après s'être gonflé les poumons, il se met à souffler tant et si bien que la cabane en paille s'envole comme un simple château de cartes. Découvert, le petit cochon et sa famille se précipitent vers la cabane en bois où ils sont accueillis. À peine la porte est-elle barricadée que le loup recommence sa harangue. « Réveillez-vous! Allez déloger le gros cochon! Prenez sa place! C'est la vôtre! » Mais le loup n'a pas davantage de succès. Alors, après avoir longuement inspiré, il se met à souffler tant et si bien que la cabane en bois s'envole comme celle en paille. Terrorisés, les petits cochons et leurs familles courent alors vers le haut de la colline pour se réfugier dans la maison en béton du gros cochon. Au lieu de se jeter sur eux pour les dévorer, le loup les suit à pas lents tout en continuant de crier « Libérez-vous! Libérez-vous! » Une fois les petits cochons à l'abri chez leurs frères, le loup s'arrête enfin. Il a l'air découragé. Maloureine s'approche de lui. « C'est désespérant! » lui dit-il en l'apercevant enfin. « Ils vont encore se faire avoir. Je suis sûr que ce gros cochon va leur faire payer des frais de séjour dans son château. Et ils vont devoir travailler encore plus pour payer leurs dettes. » Il a à peine le temps de terminer sa phrase que, du haut de la tour, les petits cochons lui envoient une marmite d'huile bouillante sur la tête. Le loup pousse un horrible hurlement de douleur. Chapitre 5. Cochons et moutons. Maloureine est rentrée chez elle en emmenant le loup, dont le poil brûlé sent un peu le cochon grillé. Le loup a l'air abattu. Arrivé chez la fée, il se laisse tomber sur le canapé tandis que Maloureine lui passe de l'après-soleil sur le dos. « C'est affligeant, » fait la pauvre bête en soupirant. « La semaine dernière encore, j'ai essayé de pousser les moutons à la désobéissance, mais ils ont préféré se laisser tondre par leur propriétaire plutôt que de m'écouter. Les moutons sont comme les cochons. Qu'ils bêlent ou qu'ils grognent, dans le fond, c'est la même chanson. »« Mais pourquoi fais-tu ça? » demande Maloureine. Le loup soupire encore plus fort. « Ils me font pitié! » répond-il. Ça m'écoeure de les entendre se plaindre à tout bout de champ, mais de continuer quand même leur vie d'esclaves, sans se révolter. On dirait qu'ils aiment ça. Le loup se tait un moment pour mieux apprécier le massage apaisant de son hôtesse. Puis il reprend, frissonnant de colère. « Et tu sais quoi? Je suis certain que le gros cochon va faire payer aux petits l'huile qu'ils m'ont lancée sur la figure. Quel dégoûtant! Ces cochons sont pires que des moutons! » En effet, un peu plus tard, Maloureine apprend que le cochon du château a facturé à ses frères non seulement l'huile, mais aussi le combustible qu'ils ont utilisé pour la faire chauffer, ainsi que des frais de séjour et de nourriture pour le temps qu'ils ont passé chez lui en attendant que leur cabane soit reconstruite. Pour ces cabanes, d'ailleurs, ils ont dû lui acheter fort cher le bois et la paille nécessaires. Comme ils n'ont pas d'argent, bien sûr, ils devront encore travailler pendant des années pour le gros cochon qui a déjà fait venir un tailleur parce que ses habits deviennent vraiment trop petits pour lui. Guéri, le loup est reparti dans les bois.
Le soir même, près de la mare, au fond de son jardin, Malourène est venue rencontrer Bardamu, son amoureux. Le magnifique crapaud bleu a sauté sur le vieux banc de pierre et s'est assis près de la fille de son cœur. « Pauvre petit cochon! » fait Malourène après lui avoir raconté toute l'histoire. « Ils auront donc toujours un maître pour les asservir? »« C'est probable, » répond Bardamu. « C'est bien commode, un maître. Ça te dit ce que tu dois faire, où le faire et comment le faire. Tu n'as donc pas à t'en occuper toi-même. C'est très reposant. Le loup est libre, lui. Oui, et c'est pour ça qu'il doit se cacher ou s'enfuir. Et les petits cochons restent. Les petits cochons sont comme ça, ma belle. Plus encore que le loup, c'est la liberté qui leur fait peur.